Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une action que j'avais envie d'analyser depuis pas mal de temps. Il s'agit de Texas Pacific Land Corp. Et cette entreprise, vous allez voir, elle est très intéressante pour plusieurs raisons, mais déjà elle est dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement du pétrole, et c'est une des rares entreprises positionnées sur ce secteur à avoir de très bons ratios et à avoir une très bonne note quantitative, et c'est une entreprise que j'ai bien évidemment découvert grâce au screener IQ Invest. Et donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si cette entreprise vaut le coup ou pas, et est-ce que je vais me positionner dessus prochainement. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Texas Pacific et son business model. Ensuite, nous ferons une analyse quantitative de la société, puis une analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si c'est le bon moment ou non de se positionner dessus. Et comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, passons à la société Texas Pacific. C'est une société bien évidemment américaine qui est cotée au New York Stock Exchange, qui a pour ticker TPL. Elle a une capitalisation de 14 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,77% et elle est dans le secteur de l'énergie. Vous pouvez également voir à droite que le cours de l'action a délivré un rendement de 19,38% sur les 5 dernières années, avec une linéarité de 0,79. L'histoire de la société commence en 1871 avec la création de Texas Pacific par une charte fédérale avec le but de créer donc un chemin de fer qui relie le Texas à la Californie, d'où le nom Pacific, et Texas Pacific se voit accorder des sections de terre pour construire le chemin de fer. Donc tous les miles de chemin de fer construits par la société, les États du Texas et du Nouveau-Mexique donnent des terres à Texas Pacific en échange. En 1881, le chemin de fer n'est pas terminé, mais Texas Pacific a acquis plus de 3,5 millions d'acres de terre au Texas. Et en 1888, la société finit par faire faillite et les terres acquises sont placées dans une fiducie, donc un trust en anglais, pour dédommager les actionnaires, et la société devient donc Texas Pacific Land Trust et ne s'occupe plus que de gérer les propriétés foncières. En 1920 a eu lieu le début de l'exploitation pétrolière dans le bassin permien au Texas, qui tombe parfaitement bien pour Texas Pacific, puisque c'est pile sur les terrains que possède la société. Et en 1927, Texas Pacific Land Trust fait son entrée au New York Stock Exchange. Ensuite, il ne se passe pas grand-chose au XXe siècle jusqu'en 2010, avec la production de pétrole dans le bassin permien qui recommence à croître après un long déclin depuis les années 1970. En 2015, le développement rapide du bassin augmente très rapidement les revenus de Texas Pacific, notamment issus des royalties. Mais vous inquiétez pas, on va expliquer juste après de quoi il s'agit. En 2016, Texas Pacific change de fonctionnement et passe d'une société 100% passive à une société gérée activement, donc c'est-à-dire qu'elle commence à recruter, à avoir du management et à gérer ses terres de manière active de façon à optimiser leur rendement. En 2017 a eu lieu la création de la Texas Pacific Water Resources, qui est une compagnie subsidiaire qui permet de fournir des services hydriques dans le bassin permien. Pareil, on va revenir dessus juste après. En 2018, le bassin permien produit plus de 20% du pétrole des États-Unis et 7% de son gaz naturel. Et en 2021, Texas Pacific est restructuré et transformé en corporation, donc ce n'est plus un trust, donc une fiducie, mais elle devient une société à part entière. Si on fait un rapide point sur les ventes par activité, on retrouve en premier pôle avec 52,9% Oil and Gas Royalties, ensuite les Water Sales avec 21,3%, les Produced Water Royalties avec 13,2%, les Easement and Other avec 11,8% et enfin Land Sales and Other avec 0,6%. Concernant les ventes par région, c'est assez simple ici, on est en 100% États-Unis et j'irai même plus loin, on est en 100% Texas et 100% bassin permien. Et justement, par rapport à ce bassin permien, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un bassin sédimentaire aux États-Unis qui s'étend de l'ouest du Texas et au sud-est du Nouveau-Mexique. Donc vous voyez sur la carte en bas à droite, ça s'étend sur les deux États, et il est découpé en plusieurs sous-ensembles, dont notamment le bassin de Midland et le bassin de Delaware, où opère principalement Texas Pacific. Et surtout, c'est le plus gros site de production de pétrole aux États-Unis, il n'y a pas plus gros. Et vous voyez à droite que si on prend le bassin permien tout seul, c'est carrément le 4e producteur de pétrole au monde, derrière la Russie, l'Arabie Saoudite et les USA en excluant le bassin permien. Maintenant, si on regarde les différents segments de Texas Pacific, le premier et le plus important est Oil and Gas Royalties, et là c'est assez simple, ce sont des royalties, donc des intérêts de redevance non participatifs qui donnent droit à un pourcentage fixe sur la production pétrolière
pétrolières et gazières sur les propriétés de Texas Pacific Land Corp. Donc en fait, tout simplement, Texas Pacific possède des terres, elle autorise des sociétés à construire des puits de pétrole sur ces terres, et elle touche des intérêts donc sur le pétrole ou le gaz qui sont extraits de ces puits sur ces terres. Donc ce sont des revenus qui sont extrêmement récurrents et prédictibles, et surtout Texas Pacific ne prend aucun risque lié à l'exploitation et à la production, elle se contente tout simplement de posséder les actifs, en l'occurrence les terres. Et il est important de noter que le pourcentage est perçu sur les revenus bruts des exploitations, et ces droits de redevance sont à perpétuité et n'ont pas de date d'expiration. Ensuite, on a le segment Water Sales qui a été développé assez récemment, et Texas Pacific possède et opère elle-même donc des infrastructures qui fournissent de l'eau destinée aux opérations pétrolières et gazières qui demandent beaucoup de ressources en eau, et notamment le fracking qui permet d'extraire du gaz naturel. Et ensuite, Texas Pacific s'occupe de toute la chaîne, à savoir l'extraction, le stockage et le transport de l'eau au sein de ces terres. Et donc elle fournit à ses clients de l'eau non recyclée souterraine, mais aussi de l'eau recyclée sur ses propres terrains, mais aussi en dehors, comme vous pouvez le voir sur la carte à droite. Et les ressources aquifères sont gérées de manière durable, en fournissant une importante source de revenus complémentaires pour la société. Ensuite, on a le segment Produced Water Royalties, et là vous allez voir c'est très intéressant, puisque lors de l'extraction du pétrole, il y a beaucoup d'eau qui est extraite avec. Le pétrole est mélangé à de l'eau, et dans le bassin du Delaware par exemple, donc dans le bassin permien, chaque baril de pétrole équivaut environ à 4 barils d'eau. Et ce qui est très intéressant, c'est que Texas Pacific perçoit non seulement des royalties sur les barils de pétrole qui sont extraits, mais aussi sur les barils d'eau, et perçoit de 9 à 11 cents par baril. Et comme pour les royalties sur l'extraction du pétrole et du gaz, ces revenus sont prédictibles et récurrents, et Texas Pacific permet non seulement à ses clients de se débarrasser de ces barils d'eau dont ils n'ont pas besoin, et s'en sert ensuite pour les recycler, les traiter et les exploiter, et surtout les redistribuer pour fournir à ses clients de l'eau pour ensuite extraire le pétrole et le gaz. Donc ici, c'est réellement un cercle vertueux qui se renforce. Et ensuite, on a Easements and Other, et là, ça va être tous les revenus générés en fournissant un accès aux surfaces détenues par Texas Pacific. Donc on retrouve l'exploitation de pipelines et de puits de pétrole, l'exploitation de lignes électriques, des baux commerciaux et agricoles, de la vente de caliche, donc le caliche c'est du ciment, de sable ou de matériaux divers, l'exploitation et production d'énergie renouvelable comme le solaire et l'éolien, et des batteries de stockage d'énergie ou encore des infrastructures de capture de carbone. Et vous pouvez voir ici, je vous ai mis un schéma qui détaille étape par étape, donc le cercle vertueux qui s'opère sur les propriétés de Texas Pacific, et l'exploitation des easements, de l'eau et du pétrole permet de vraiment tirer de la valeur et d'extraire du rendement sur toute la chaîne de production du pétrole, depuis la construction des puits de forage jusqu'à son extraction. Donc vous voyez que c'est un business model qui est vraiment très très intéressant, puisque Texas Pacific se contente de posséder des terres, se contente de les mettre à profit, de créer du rendement avec, et ne prend aucun risque. Ensuite, au niveau du management, on retrouve Tyler Glover au poste de CEO depuis 2020, il est rentré dans la boîte en 2017. On retrouve Chris Stedon au poste de CFO depuis 2021 et Michael W. Dobbs au poste de CEO depuis 2020. Au niveau de l'actionnariat, il n'y a pas de ligne particulièrement intéressante, si ce n'est les lignes de Horizon Kinetics et Soft Vest Advisors, qui sont deux fonds d'investissement sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et là, vous allez voir qu'on a des chiffres qui sont pour le moins impressionnants, avec une rentabilité magnifique. On a un ROCE sur 1 an de 51%, sur 5 ans de 58%, et sur 10 ans de 105%, c'est vraiment monstrueux. On a des profits exceptionnels avec une marge brute de 92%, une marge opérationnelle de 76% et une marge nette de 64%, le tout avec très peu de capex, puisqu'on a un pourcentage de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow de 10% seulement. Ensuite, au niveau de la croissance, sur la dernière année, on a eu des chiffres assez mauvais avec 4,9%, mais sur les 5 dernières années, 15%, sur les 10 dernières années, 36%, et on a une prédictibilité très bonne avec 91%. Au niveau des free cash flow, très bonne croissance également, 10% sur 1 an, 22% sur 5 ans et 34% sur 10 ans. Au niveau du dividende, 8,3% sur la dernière année, 69% sur les 5 dernières années, 63% sur les 10 dernières années, et cela fait maintenant 10 ans que Texas Pacific augmente et verse son dividende de manière ininterrompue. Et ensuite, au niveau de la santé, c'est très simple, il n'y a pas de dette, il y a 0 dette, et un buyout ratio très raisonnable de 25%. Si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative très bonne de 18,5 sur 20. Et si on compare Texas Pacific par rapport à ses concurrents, on retrouve Marathon Oil Corp avec 11,5 sur 20, Permian Resources avec 8,5 sur 20,
et Antero Resources Corp avec 5,5 sur 20. Et je vous rappelle que vous trouverez en description un lien pour accéder à mon application, l'application IQ Invest, qui vous permet vous aussi de trouver les meilleures entreprises du monde entier parmi plus de 8800 entreprises, de faire vos analyses quantitatives mais aussi fondamentales et de vous constituer une watchlist qui vous permet de savoir quelles sont les actions les plus intéressantes à acheter à un instant T par rapport à leur valorisation. Et maintenant regardons la performance du cours de l'action. Donc sur les 5 dernières années on bat le S&P 500 mais on est en dessous de Antero Resources, et sur les 10 dernières années par contre Texas Pacific bat largement et à plat de couture à la fois le S&P 500 mais aussi ses concurrents. Et maintenant passons à l'analyse fondamentale de la société. Et on va commencer par les forces. Premièrement, Texas Pacific n'a aucune dette, donc ça c'est un point très positif, et elle a une croissance et des marges qui sont impressionnantes. Les revenus proviennent du pétrole, du gaz, mais aussi de l'eau, et Texas Pacific a su développer les opérations hydriques comme levier de croissance pour améliorer la rentabilité de ses propres terres. Elle possède plus de 868 000 acres de terre dans le bassin Permien au Texas. Les revenus sont récurrents et prévisibles et proviennent de royalties qui sont perçues de manière sûre et non risquée sur l'extraction des matières premières. De nouveaux relais de croissance sont possibles notamment via les énergies renouvelables et la décarbonation. Et les clients de Texas Pacific sont très gros et diversifiés, et dans ces clients on peut citer par exemple ExxonMobil, Occidental Petroleum, ConocoPhillips ou encore Chevron. Et maintenant au niveau des risques, le business de Texas Pacific est 100% concentré sur une seule zone géographique aux USA, le bassin Permien, donc ça c'est quand même une concentration qui est très forte et qui est très risquée. On est très loin d'un business antifragile, puisque s'il devait y arriver un événement négatif sur cette zone géographique spécifique, le business serait clairement impacté. Ensuite, le pétrole est une ressource limitée et arrivera forcément à épuisement un jour, et les gisements de pétrole de Texas Pacific arriveront forcément à épuisement, et dans ces cas-là, les terres ne vaudront probablement plus grand-chose. Ensuite, il y a des risques écologiques et scandales divers qui sont très importants dans cette industrie, même si honnêtement, je pense que les risques écologiques pèsent plus sur les entreprises opérant l'extraction du pétrole, comme les pétrolières, donc comme Chevron, Oxy, etc., qui extraient le pétrole, que Texas Pacific, qui se contente donc de posséder les terres et de percevoir des royalties. Le montant des royalties perçues par contre dépend directement du cours de pétrole malgré leur récurrence, forcément puisque c'est un pourcentage des ventes brutes des barils de pétrole qui sont extraits. Si le cours du pétrole baisse, le montant des royalties va également baisser. On a un M-score de Beneish qui est très élevé sur cette entreprise à 10,38, en sachant qu'un score positif c'est un score inférieur à 1,70 de mémoire, donc là on est vraiment très au-dessus de la limite. Et ce score, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a probablement des manipulations comptables dans les résultats. Alors il n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est un indicateur quand même, c'est un red flag à soulever. Et si vous voulez comprendre le fonctionnement de ce score, je vous invite à aller faire vos recherches sur Google, vous verrez, c'est très bien expliqué. Ensuite, un de mes investisseurs préférés, donc en l'occurrence Chris Meyer, a été positionné sur cette entreprise pendant plusieurs années, mais il l'a vendu récemment, je crois qu'il l'a vendu en 2022 ou en 2023, je n'ai plus la date en tête. Et pourquoi il l'a vendu? Tout simplement parce qu'il y a eu de nombreux problèmes de gouvernance par le passé entre le board et certains investisseurs, et notamment les deux fonds que j'avais mentionnés juste avant, donc Horizon Kinetics et SoftVest. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des désaccords notamment sur l'élection d'un nouveau président du board, puisqu'il y a eu des conflits d'intérêts. Les anciens présidents du board voulaient élire une connaissance à eux qui n'avaient aucune expérience dans le domaine du pétrole, et en plus de ça, il y a eu aussi des problèmes sur les programmes d'incentive du management, donc c'est-à-dire les programmes qui rémunèrent le management en fonction de leur performance, qui n'étaient pas alignés avec les intérêts des investisseurs. Donc tout ça, ça fait beaucoup de red flags sur la société. Maintenant, si on passe sur l'avantage compétitif, on a une grande nouve stable au niveau de Texas Pacific. C'est très simple à comprendre, puisqu'on a un marché limité. Forcément, si Texas Pacific ne vend pas ses terres, il n'y a aucun concurrent qui ne peut entrer sur son marché. Elle seule a la possibilité de fournir le droit d'exploitation sur ses propres terres pour extraire le pétrole qui s'y trouve. Ensuite, il y a également des coûts de changement, puisque un producteur de pétrole qui a construit un ou plusieurs puits sur les terres de Texas Pacific ne peut pas changer ses puits de pétrole de location. Les coûts seraient astronomiques, et puisqu'il a fait l'investissement dans les puits de pétrole, il est bien obligé de continuer l'extraction jusqu'à épuisement des ressources. Ensuite, au niveau des scénarios catastrophes, on a un scénario probable qui serait l'interdiction, ou en tout cas la régulation de l'extraction du pétrole et du gaz sur cette zone géographique par le gouvernement, ce qui pourrait réduire le volume des ventes de Texas Pacific.
On pourrait également avoir des risques de scandale écologique concernant directement Texas Pacific ou impactant un de ses clients et donc impactant la production de pétrole dans le bassin permien. Maintenant passons à la checklist fondamentale et commençons par les produits. Donc les revenus selon moi sont prédictibles puisque les revenus sont récurrents et proviennent de royalties malgré le fait qu'ils soient quand même corrélés au cours du baril de pétrole. Ensuite, les produits, selon moi, ne résistent pas au changement. Alors là, c'est une question sur laquelle j'ai pas mal hésité au niveau de la réponse, mais j'ai quand même choisi non, car même si le pétrole en lui-même ne risque rien, et si le pétrole ne risque pas de se faire disrupter ou de changer à l'avenir, sa consommation, elle, par contre, pourrait évoluer. On le sait, aujourd'hui, on a quand même une tendance de fond qui est à la réduction des énergies fossiles, à la réduction de la consommation de pétrole, et donc ça pourrait directement impacter les ventes de Texas Pacific à long terme. Ensuite, l'entreprise, selon moi, n'a pas un fort potentiel de croissance, puisque l'exploitation de pétrole est une source de revenus limitée par définition, et en même temps, même si l'exploitation hydrique, donc l'exploitation de l'eau, permet un relais de croissance, elle est quand même corrélée à l'extraction du pétrole et du gaz naturel présents sur les terres. Et je ne suis pas convaincu non plus du potentiel de la société à se développer et à se positionner sur des énergies renouvelables. Ensuite, au niveau du management, l'entreprise n'a pas forcément une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note standard. Le management n'a pas été compétent par le passé selon moi car malgré de très bonnes décisions de développement et d'investissement, comme le fait d'investir dans l'exploitation de l'eau, eh bien il y a eu des litiges entre le board et les investisseurs sur divers sujets et le management et le board n'ont pas su écouter les actionnaires et n'ont pas su mettre en place des mesures allant dans l'intérêt des actionnaires. Ensuite, le management n'est pas skin in the game puisque le programme d'incentive du management est fortement critiqué par les actionnaires et le management ne possède pas spécifiquement de part dans la société. Par contre, l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers et ces rachats d'actions sont non seulement réguliers mais aussi massifs. Et enfin, pour terminer avec le moat, donc la douve, l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. L'entreprise est leader sur son marché puisque Texas Pacific n'a pas vraiment de concurrent et possède son propre monopole sur ses terres. Les terres de Texas Pacific constituent son propre marché et il ne peut pas y avoir de concurrent sur ce marché. Donc par définition, l'entreprise résiste à la concurrence puisque son business model est imprenable et les ressources qu'elle possède lui appartiennent. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 10 sur 20. Et maintenant passons à la dernière étape de notre analyse, l'étude de la valorisation. On va commencer par calculer le prix juste de la société en se basant sur 4 prix. Le premier est obtenu via une méthode de discounted cash flow basée sur les earnings per shares et nous donne un prix de 549 $. Puis une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow qui nous donne un prix de 512 $. Le prix juste de Morningstar qui est à 501 $. Et le prix juste de GuruFocus qui est à 671 $. Si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste de 558 $, et donc la société serait légèrement sous-évaluée aujourd'hui selon cette méthode, d'environ 8,7%. Maintenant passons à la deuxième méthode, et vous allez voir ici que j'ai fait un petit changement, je ne me base plus sur le ratio PE, donc les Price to Earnings Ratio, mais sur les Free Cash Flow Yield. Je reviendrai probablement dans une vidéo spécifiquement sur ces ratios et ce que signifie le Free Cash Flow Yield, mais ce que vous devez simplement retenir, c'est que c'est le pourcentage de Free Cash Flow détenu par rapport au prix de l'action. Donc en l'occurrence ici on a un Free Cash Flow Yield de 2,92% pour Texas Pacific, et on a une moyenne à 10 ans qui est à 2,75, soit une différence de moins 6%, ce qui voudrait dire que l'entreprise serait légèrement sous-évaluée par rapport à sa moyenne de Free Cash Flow Yield historique. Et si on récapitule et qu'on fait la moyenne de ces deux pourcentages, on obtient donc une surévaluation approximative de 1,26%, donc on peut en conclure que l'entreprise est à peu près correctement évaluée aujourd'hui. Et juste avant de passer à la conclusion, une petite annonce à vous faire avec Jean de la chaîne J'invest, qui est un ami à moi. Nous avons lancé un podcast qui s'appelle le CAF Rentable et qui parle de bourse, d'investissement et de business. C'est un hebdomadaire, donc il y a un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. C'est un format plus long, plus décontracté, donc un format qui va de 45 minutes à 1 heure, plus d'1 heure, et c'est l'occasion de discuter de sujets un peu plus personnels, de discuter de nos méthodes d'analyse, de nos méthodes par exemple de gestion d'épargne, comment on fait nos DCA tous les mois, etc. C'est vraiment l'occasion de discuter de nos méthodes personnelles sur des formats plus décontractés et informels. Et le podcast est disponible sur YouTube, donc sur la chaîne Le CAF Rentable, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et autres. Donc je vous invite à aller jeter un œil, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast, et j'espère que ça vous plaira. Et maintenant donc pour conclure sur Texas Pacific, c'est sur le papier une entreprise de qualité et même d'excellente qualité qui surperforme le S&P 500. Elle possède un grand moat avec un business model quasiment imprenable. Elle possède plus de 868 000 acres de terre dans le bassin permien au Texas et perçoit donc des royalties sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières et également hydriques sur ces terres.
Elle est aujourd'hui légèrement surévaluée, mais bon, on peut dire qu'elle est correctement évaluée. Et pour ma part, ça va être non. Pourquoi? Parce que les risques de gouvernance et les erreurs du management par le passé sont des signaux trop négatifs, et vous voyez ici, Texas Pacific est un cas typique de société pour laquelle il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Et d'ailleurs, il ne faut jamais s'arrêter aux chiffres, parce que sur le papier, c'est une société excellente, mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que je vous invite toujours à lire les rapports annuels, que je vous invite toujours à faire vos recherches sur les sociétés et à ne jamais acheter aveuglément une société, juste uniquement basée sur un screener ou sur des chiffres. Et également, il est important de rappeler qu'il y a énormément de sociétés de qualité, il y a énormément de sociétés qui sont très intéressantes dans le monde de l'investissement, donc à partir du moment où vous avez un doute sur une société ou des red flags sur une société, passez votre chemin, c'est pas grave, des sociétés de qualité, il y en a plein et vous en trouverez plein, donc ne vous arrêtez pas sur une société qui est moyenne ou qui ne correspond pas à tous vos critères. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'analyse, est-ce que c'est une société que vous connaissiez, est-ce que vous l'avez en portefeuille, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.